Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce Midi littéraire, une coproduction de l'Espace de la diversité et du FIL 2025, un partenariat avec le quartier des spectacles. Je suis Anne-Sophie Quadio-4 et j'aime me présenter comme une amoureuse des mots. Je suis créatrice d'un tout nouveau book club à Montréal nommé Millefeuille. C'est un endroit en fait où j'allie ma passion pour la littérature et la pâtisserie. Et puis c'est surtout un endroit pour discuter en fait de sujets qui nous parlent, comme on le fera aujourd'hui autour de notre thème comment penser l'appartenance à la terre avec Maïka Sandarje C'est ça. et Maria Zarif. Bienvenue mesdames. Merci. Merci. Maïka, tu es professeure agrégée à l'École internationale et mondialisation Mhm. de l'Université d'Ottawa. Mhm. Tu es auteur de plusieurs livres, à tes souhaits, de plusieurs livres, dont celui dont on va parler aujourd'hui. Tu viens d'où? Réflexion sur le métissage et les frontières. Et Maria, la multidisciplinarité, c'est ton champ. Donc, auteure, illustratrice, réalisatrice et scénariste, mais tu as surtout donné vie au personnage Dounia. D'abord dans une web-série en 2020, si je ne me trompe pas, puis ensuite avec un long métrage en 2022 et avec ce livre jeunesse paru en 2023 aux éditions Bayard. C'est ça. Et puis, c'est saison 1 de la web-série, saison 2, saison 1 du film, saison 2 du film. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Ok. Puis, à travers ce regard d'enfant de la petite Dounia, tu racontes avec beaucoup de douceur et de poésie le déracinement, la mémoire et aussi la possibilité de faire pousser de nouvelles racines ailleurs. Personnellement, vos écrits m'ont beaucoup touchée parce que je suis moi-même issue d'un mariage interculturel. Mon père est ivoirien et ma mère est béninoise. Et la question de l'appartenance à la terre m'habite depuis quand même un bon moment, depuis toujours si on veut. Et en vous lisant, j'ai senti à quel point vos œuvres peuvent servir en fait de repère à toutes celles et ceux qui sont en quête identitaire parce qu'elles mettent des mots en fait assez justes sur des mots AUX qu'on a du mal parfois à exprimer. Donc, le décor est planté, je vous ai présenté, mais j'aimerais quand même en quelques mots que vous présentiez et que vous me disiez en fait, quand vous entendez le mot terre, qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi vous pensez directement? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est plus un rituel familial ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est un lieu précis? Vas-y. Tu veux que je commence? Mais c'est énorme en fait. Moi j'ai accepté l'invitation très honnêtement. Je suis très honorée et très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous tous. J'ai accepté l'invitation en me disant mais quel sujet énorme et vaste, et je dirais même que c'est l'essentiel de mes réflexions, une grande partie en fait de mes réflexions à la fois poétiques, à la fois artistiques. Je suis... donc tu voulais que je me présente un petit peu? Si je suis Maria Zarif, je suis une Syrienne. Je suis une Syrienne qui appartient au monde en même temps et qui est aussi une Montréalaise et qui est aussi une citoyenne du monde. Je suis créatrice, je suis illustratrice, mais surtout en fait je suis cinéaste d'animation. C'est comme ça que finalement le cinéma d'animation, c'est devenu vraiment l'écrin dans lequel un petit peu cette multidisciplinarité se retrouve. Donc réaliser des films d'animation, ça me permet un peu d'être le chef d'orchestre d'une vision, d'un monde, et puis de travailler avec des grandes équipes formidables qui ont beaucoup plus de talent que moi dans chaque spécificité. Voilà, donc mon premier film s'appelle Dounia et la princesse d'Alep. C'est un film pour enfants, mais c'est un film qui finalement a touché différents publics, à mon grand plaisir, joie et étonnement, à travers le monde aussi. Il a été traduit, il a été doublé dans plusieurs langues. Je l'ai même fait doubler en arabe à Damas, pendant la guerre, par des équipes à Damas, et ils ont eu la joie incroyable de voir en fait ce travail-là, leur voix partir aussi dans tout le monde arabe et sur les
sur les ailes de Qatar Airways, là. Pendant qu'on se parle, il y a Qatar Airways qui fait le monde arabe et il y a Dounia qui parle arabe-syrien d'Alep, hein, c'est très spécifique. Donc voilà, et pour moi, terre, en fait, terre, ça m'évoque tout de suite corps. Quand tu dis terre, je dis corps. C'est le corps, c'est quelque chose de profondément charnel. Et aussi, je reprendrai les mots de Mahmoud Darwish qui dit là-dessus, le grand poète palestinien, la terre se transmet comme la langue. Donc, corps, langue. Et quand je dis langue, je dis langage, je dis culture, je dis mémoire, je dis avenir aussi, mais je dis aussi la langue de façon charnelle, c'est-à-dire comme le goût des choses dans la bouche, comme l'odeur des choses dans le nez. Voilà. Écoute, c'est beaucoup plus profond que ce que j'aurais pu amener, mais en fait, pour compléter ou, disons, aller ailleurs, mais moi, en fait, je suis venue... moi, en fait, je suis, si je peux me présenter, je suis indo-malgache, québécoise, sherbrookoise, gatinoise. Puis maintenant, j'accepte d'être tout ça en même temps, parce que, ça, le livre, là, Tu viens d'où? C'est parce qu'on se le fait souvent demander. J'ai l'impression, je ne suis pas la seule ici à se faire demander souvent d'où je viens. Puis les gens... ça revient un peu à la terre, c'est les gens veulent toujours une réponse unitaire. Ils veulent une réponse. Fait que là, moi, dépendamment du contexte, dépendamment de pourquoi les gens posaient la question, est-ce que c'est parce que j'habitais à Toronto puis j'avais un accent français, les gens voulaient savoir, là, je disais Sherbrooke. Est-ce que c'est parce que l'été, je suis plus foncée, j'avais pas l'air tout à fait québécois, là, je disais indo-malgache. Ou est-ce que c'est parce que mon nom sonne indien, là, je suis indienne. Mais c'est correct d'appartenir à plusieurs endroits en même temps, puis c'est pour ça que je me suis mis à réfléchir à cette question-là, puis j'ai croisé Magali Lefebvre-Jean, qui a aussi écrit un livre là-dessus sur la biracialité. Moi, le terme biracial ne me parlait pas parce que mon père j'ai pas comme deux appartenances raciales. Déjà, le terme race est super complexe puis super problématique, mais même là, j'ai pas... son père est haïtien, sa mère est blanche, fait que ça fait un mixte. Alors que moi, mon père, il est indien, mais de Madagascar. Donc, si je dis biracial, c'est Inde et Québec, blanc et indien, mais en même temps, Madagascar disparaît de l'équation. Donc, pour moi, l'appartenance à la terre, c'est l'appartenance aux terres, l'appartenance aux multiples endroits en même temps. Puis il y a la féministe Nira Yuval Davis qui parle de ça, de l'appartenance à plusieurs endroits, comment ça peut nous donner un regard créole ou métissé sur le monde, un regard un peu différent, parce que dépendamment d'où on vient, on a un regard différent sur le monde. Là. C'est un classique des approches féministes, des approches décoloniales. Si tu es algérien puis si tu es français, tu vas appeler les événements des années 60-70 différemment. Soit ça va être la guerre d'Algérie pour les Français, soit ça va être la révolution algérienne. Donc, comment on regarde l'événement est différent, mais donc pour moi, l'appartenance, c'est plus le concept qui m'a attirée à dire oui à venir ici aujourd'hui parce que je pense que c'est important d'en parler. Moi aussi, je me penche beaucoup sur la question aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on n'en parlait pas tant avant de ça. De pouvoir être... Moi, mes parents m'ont jamais demandé, m'ont jamais expliqué que je savais pas trop d'où je venais là, au primaire. Il y avait une anecdote avant de terminer. À un moment donné, le directeur de l'école a fait une activité dans le gymnase avec le fameux tapis bleu. Là. Je sais pas si c'est encore ça, mais... Il a mis tous les tapis, puis c'était comme pour célébrer les cultures. Puis là, chaque élève devait dire d'où il venait. Puis là, on allait dans le gymnase, puis on s'assoyait sur le tapis. Puis là, il y avait de la musique, puis de la nourriture, puis tout ça. Nos parents faisaient de la nourriture, tout ça. Puis là, j'arrive, puis mon frère, qui a 12 mois et 6 jours de plus que moi, on va à la même école. Je m'assois sur le tapis Madagascar, puis lui, il est assis sur un autre tapis. Ah ouais, hein? Lui, il était assis sur le tapis Inde. Puis c'est là, genre à 7 ans, où j'ai fait « OK, je sais pas d'où je viens, en fait. » Mais on nous accompagnait pas beaucoup là-dedans, en tout cas. Maintenant, de plus en plus. Merci. Maïka, justement, à la page 19 de ton livre, tu dis, et je cite, « Quand on est minoritaire, l'entre-soi est une question de survie. » Donc, autrement dit, se retrouver entre personnes qui nous ressemblent ou qui partagent une même expérience que la nôtre, c'est pas forcément un repli, c'est parfois une sorte de refuge, une manière de se protéger, de se retrouver entre nous. Mais selon toi, comment cet entre-soi façonne-t-il notre rapport à l'appartenance à une terre? Et surtout, est-ce que c'est possible d'appartenir pleinement à une terre commune sans que ce besoin de protection ne devienne une forme de cloisonnement, d'emprisonnement? J'aime ça, il y a beaucoup de politique sous ta question, de manière détournée, mais parce que pour l'identité, c'est pas juste une question individuelle, c'est pas juste comme comment tu te sens psychologiquement par rapport à d'où tu viens, c'est aussi comment les autres nous perçoivent par rapport à notre identité.
Puis souvent, c'est ça qui fait on veut vouloir se retrouver entre nous parce qu'on vit des expériences communes. Moi, tu sais, quand on est entre femmes, on a un certain discours qui est différent. Je suis sûre que si tu te retrouves avec des Syriens, vous allez avoir un vécu différent, tu peux parler de choses. Mais moi, ce que j'ai réalisé, c'est que si je vois des Indiens, je peux avoir s'ils viennent du Gujarat, là, je peux avoir un peu une expérience commune, mais à peine. Des Malgaches qui ne sont pas Indiens, on peut un peu de similarité. Des Québécois qui n'ont pas vécu le fait d'être dans un foyer musulman et catholique. T'sais. Mais là, donc, j'ai réalisé que quand tu es mix, quand tu es métissé, puis même, dans ton cas, c'est métissé aussi. Pour moi, le métissage, c'est pas juste deux cultures différentes. Dans mon cas, le terme métissage, moi, ce que je préfère, c'est le terme mixte. Parce que tu es montréalaise, tu es syrienne, tu es tout ça en même temps. Donc, on est beaucoup à être mix si on a des origines d'ailleurs, ou même si on vient... on a une amie commune gaspésienne qui habite à Montréal. Pour moi, elle a une mixité en elle. Le titre du livre, au début, ça devait être « Habiter plusieurs mondes ». Parce que notre amie Nadia, elle habite plusieurs mondes. Ses 2 parents sont homardiers. Elle a fait un bac en art visuel. Elle est devenue... Tu sais, elle habite à Montréal, donc elle habite tous ces mondes-là en même temps. C'est pour ça que j'ai réalisé qu'en croisant des gens comme ça, on avait une expérience commune. Même si je croise une Marocaine, Algérienne ou un Béninois, Québécois, il y a comme quelque chose qui se pend, puis on a envie d'être entre nous. Puis pour l'aspect politique, c'est juste, je trouve que ces temps-ci, on se fait beaucoup identifier comme étant un problème. Là, puis je parle de tous ceux qui sont issus de l'immigration. Puis ça, c'est vraiment discursif. Il n'y a rien de réel là-dedans. On décide que les autres font partie de notre communauté ou pas. C'est très intéressant ce que tu dis. Maria, avec Dounia, tu donnes vie à une petite fille syrienne contrainte à l'exil et qui emporte avec elle ces fameuses graines de baraka. Je pense que c'est des graines de nigel en français, c'est ça? Ouais, et qui sont offertes par sa grand-mère Teta. À travers ce symbole, j'ai l'impression que tu racontes à la fois le déracinement et la possibilité de faire pousser de nouvelles racines ailleurs. Et ma question, en fait, c'est, à ton avis, comment l'exil peut transformer notre façon d'appartenir à une terre? Je pense que c'est beaucoup de questions là. En fait, c'est très profond. C'est dense. C'est très profond et il y a des réponses, je pense, qui sont très personnelles. Mais je crois que l'exil installe notre appartenance à une terre, en fait. Quand tu es dans ton pays d'origine... Moi, j'ai un discours un petit peu, juste pour vous mettre... moi, j'ai un discours qui est un peu différent de la tendance aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'identifierai toujours comme syrienne. C'est un choix que j'ai fait. Je suis une Syrienne, chez elle dans le monde, amoureuse du Québec et des Québécois, a envie d'être avec les Québécois, a envie d'être ici, a envie d'être à Montréal, mais je n'ai pas besoin d'adopter une autre identité. Ça, c'est mon discours personnel. Je suis 100% pour moi syrienne et c'est les exils multiples dans ma vie depuis mon enfance. Moi, j'avais fait le chemin inverse, c'est-à-dire je suis pas née en Syrie. Je suis née en Syrie, mes parents ont travaillé quelques années ailleurs, puis j'ai passé mon enfance avec une famille cosmopolite un peu partout dans le monde, à Paris, ici, tout ça. Et on est rentré vivre en Syrie quand j'avais 8-9 ans. Et c'est en retournant vivre en Syrie, en remettant ce que je dirais, je parlais très bien français, j'écrivais très bien français, j'étais à l'école française dans mes exils en fait, et on est rentré en Syrie, on m'a mis à l'école arabe classique du système syrien. Et là, en plus, il faut remettre la Syrie dans son contexte à l'époque. À l'époque, on était sous une dictature Assad, sous la dictature Assad du père de Bachar al-Assad, encore plus fermé que Bachar al-Assad, sous un socialisme quasi communiste aligné très soviétique. On chantait des chants patriotiques du matin au soir à l'école. On s'habillait en militaire pour aller à l'école. Donc, tout était autour du parti. Hein. On avait un culte du président et tout. Et moi, j'arrive entre le monde occidental, multiple cosmopolite, à ce monde-là. Ce monde où on allait vivre ici. J'ai passé 6 mois scolaires ici pour nous installer ici. Et mon père a dit non, moi, je ne sors pas mes enfants de leur nature. Je les ramène en Syrie. Il nous a ramenés en Syrie, et puis j'ai
tout réappris là-bas. Donc moi, j'ai vécu le chemin inverse et j'ai compris comment ce que je portais en moi, que ce soit langue, que ce soit sensorialité, que ce soit une certaine vision de l'affectif, hein. C'est même pas de l'intellectuel, c'est de l'affectif. Parce qu'une culture, quand je dis que je suis syrienne dans l'affectif, dans le limbique, dans le profond, dans l'inconscient, dans la langue, comme ils en parlent les psychanalystes. Et ça, j'aurais beau avoir un intellect qui s'adapte à plein de choses, qui connaît plein de langues, et c'est merveilleux. Là, mon intérieur, mon racinaire, il est de là-bas. J'ai découvert ce que c'était. C'est pour ça que je ramène la langue, la terre, le corps, la matrie, j'appelle ça. La patrie, la matrie. Et moi, mon expérience est très particulière parce que je ne sais même pas c'est quoi être métissé. Je sais ce que c'est être une minorité. Je suis chrétienne en Syrie, dans un pays multiconfessionnel. Donc je sais ce que c'est d'être à la fois chrétienne, donc avec un côté occidental, et à la fois syrienne musulmane. Mais je ne connais pas cette mixité de la langue, de matrie-patrie. Et donc, l'exil lui-même, le revivre, fait ressortir l'appartenance pour moi. Voilà. Je ne sais pas si je me suis trop égarée, mais ça le rend, c'est comme perdre quelqu'un qu'on aime, le rend beaucoup plus vivant. Hein? Donc, c'est de cet ordre-là chez moi. Pour te relancer un peu, tu parles justement de langue, de culture, de mémoire, d'héritage. Je me demandais, comment en fait inculquer ça aux enfants? Est-ce que par exemple toi à la maison, dans vos nombreux exils, si je peux les appeler comme ça, est-ce que tes parents ont eu des rituels ou des choses comme ça? Est-ce que par exemple à la maison vous parliez arabe? Est-ce que c'est ça qui a fondé en toi ce sentiment profond d'être syrienne et de t'identifier comme telle aujourd'hui encore? En fait, il y a tellement de façons d'être. Mes parents étaient radicalement opposés là-dessus. Oh, ok. Ma mère était à nous abonner à des magazines Bayard partout où on allait, à nous rentrer dans la tête vraiment le côté très occidentaux. On va à Paris, on va à Montréal, on va à nous parler français depuis qu'on était nés. Et mon père à faire la gueule à chaque fois qu'elle faisait ça, puis à nous engueuler parce qu'on disait... on écoutait des petits gens de Damas, des enfants de Damas ou du Liban parler autour de nous. Et nous, comme enfants d'Alep, on parlait comme eux, sauf que l'accent d'Alep est très particulier et on ne dit pas « je », on dit « je » pour la lettre J, on dit « je ». Et les autres Syriens, Libanais, Palestiniens disent « je », nous on dit « je ». Et mon père me faisait répéter « je, je, je ». Donc on était vraiment... Il n'y avait aucune unité à la maison par rapport à ça. Je pense que ça s'est formé de moi-même, en fait, par choix, par contraste, par sentiment, par émotion. Et ça se transmet qu'on le veuille ou non. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Parce que moi, j'ai des cousins dont les parents sont syriens, par exemple, qui ont grandi en Occident toute leur vie, qui sont nés en Occident et qui n'ont pas appris l'arabe. Et qui sont dans un reproche à leurs parents par rapport à ça. Donc, en fait, pourquoi? Parce qu'ils sentent que quelque chose de leurs parents ne passe pas en eux. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui a été coupé. Et voilà. Ben, si je peux me permettre, moi, je suis de ces personnes-là. Tu es de ces personnes? Ben oui, moi, j'ai reproché, à ce jour, je reproche encore à mon père de ne pas m'avoir appris le Gujarati. Parce que j'ai jamais pu avoir une vraie conversation avec ma grand-mère. OK, fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui complètement. t'a été... Ben, surtout jeune, quand on allait chez mes grands-parents, chez Dadima et Dadadi, ben, tout le monde, tous les oncles et les tantes parlaient en Gujarati. Les nouvelles belles-sœurs, ma mère et éventuellement une autre. Il y en a eu 3 femmes blanches, puis un homme blanc éventuellement qui sont rentrés dans la famille et qui ne comprenaient rien non plus. Mais nous, comme moi, comme enfant... Puis là, maintenant, je travaille. Tu sais, j'aurais aimé pouvoir parler une langue où je peux aller dans un autre pays puis parler une langue qui est la mienne d'une certaine manière. Puis je sentais que... Puis il y a 1000 manières de vivre son exil puis son immigration. Mon père a décidé d'être, je vais l'appeler ça, le bon immigrant. Mon père est arrivé ici, voté Parti québécois, voté oui toutes les fois, québécois, et plus québécois que moi. Il se plaît vraiment à dire qu'il est plus québécois que moi parce qu'il a passé plus d'années sur le territoire québécois. Okay, ouais. Vraiment, c'est un homme occidental aujourd'hui, mon père. T'sais, on est retourné à Madagascar en avril. Ouais. Mon père, peu importe de quoi il a l'air, il est blanc.
sais, Ouais. puis nous, on n'était pas retournés, dans le fond, lui, il n'était pas retourné pendant 30 ans. On était allés quand j'ai eu 18 ans, ensemble avec ma mère puis ma cousine. Puis là, on est retourné récemment, puis ça faisait 17 ans. Fait que pour lui, c'est vraiment... on a la famille là-bas, on a tout ça, mais puis le fait d'être d'exilé à exilé, tu sais, j'imagine peut-être, je ne sais pas comment toi tu vis la France, ou je ne sais pas, mais mon père n'est jamais allé en Inde. En même temps, on est indien. Ma grand-mère m'a fait une cérémonie indienne en sari à mon mariage. Ah ouais? Ouais, tu sais, puis on mange indien, tu sais, dans le sens... Mais Madagascar est là parce que c'est là où il y a des souvenirs, c'est là où il y a sa vie, finalement, c'est là où c'est triple exil, en fait. C'est ça. Ouais. Les Ismaélis sont un peuple d'exil, là, tu sais, de diaspora. Toi, tu es Ismaïli. Ouais. Oh, il y en a beaucoup en Syrie, tu sais. Ah non, je savais pas. OK. Ouais. Mais oui, non, puis il y en a beaucoup tout en Afrique de l'Est. Il y en a ici beaucoup. Il y en a, tu sais, Laga Khan est un grand ami de Trudeau. Puis... Quel bel homme. Ouais. Mais bon, en tout cas, donc, je sais pas si tu avais une autre question, mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais parce que pour la deuxième génération aussi, les troisièmes, tu sais, il y a différentes manières de vivre ça. Moi, avec ma fille, je sais pas comment je vais gérer ça. Puis mon père, un jour, a dit, mon filleul, le fils de mon frère, qui s'appelle Nassim, puis mon père a dit un jour, oui, lui, je vais lui apprendre le Gujarati. Puis j'étais comme... Comment ça? Mais moi, je t'ai demandé toute ma vie. Mais il y a comme... Je pense qu'aujourd'hui, il retrouve un lien avec là d'où il vient, alors qu'il avait tellement voulu... les ponts. Non, mais on peut pas, en fait. Mais c'est beau ce que tu dis. Excuse-moi d'intervenir tout de suite. Mais ça me touche beaucoup. Mais ton père, il fait comme beaucoup de gens aussi. Et puis, c'est compréhensible. Moi, j'ai plein d'oncles et de tantes qui ont fait ça. Et je peux comprendre le besoin de le faire. Mais après, ça les rattrape. Moi, je me souviens de l'histoire J'ai une amie qui a perdu son père l'année dernière. Son père est un grand ami de mon oncle. Ils sont venus ensemble. Se sont mariés à des Françaises, donc 2 Syriens. Et lui, il a eu des enfants franco-syriens, québécois. Il leur a jamais parlé arabe. Puis vers la fin de sa vie, il devenait Alzheimer. Il parlait qu'en arabe. Il parlait qu'en arabe à ses enfants, à sa femme. Plus personne ne le comprenait. Puis il est parti comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui remonte. Il y a quelque chose au Québec par rapport je vais appeler ça le phénomène Kim Thuy, là. C'est le phénomène de devenir plus québécois que... mais en même temps, ça reste toujours là, tu sais. Non, puis la société te le fait comprendre à un moment donné que t'es pas tout à fait... En tout cas, moi, dans mon livre, je parle du phénomène de passer pour blanc, le white passing. On va en parler. On va en parler, le white passing et le code switching. Ouais. Ben, je peux passer directement à cette question vu qu'on en parle là. Est-ce que voir le white passing ou le code switching, ça peut être vu par les personnes qui viennent, par exemple, du même pays que toi? Est-ce que ça va être vu comme une sorte d'identité fragmentée, alors que c'est une façon peut-être de créer ce sentiment d'appartenance à la nouvelle terre qui nous accueille au final? Donc, comment toi, tu le vois? Bien, c'est ça, le fait d'être white passing ou de pouvoir passer pour blanc, ça a longtemps été un outil de résistance. Là. Pour plein de gens aux États-Unis, quand tu étais métisse assez blanc, tu pouvais peut-être ne pas être ségrégué, tu pouvais peut-être avoir accès à certaines positions, les gens pouvaient peut-être te respecter un peu plus. Fait que souvent, il y a beaucoup de romans par rapport à ça, le Passing de Neil Larson, l'autre moitié de soi. Ouais. Mais aussi, similaire aussi au white passing, le code switching, où là, c'est, par exemple, juste changer d'accent. Moi, je sais que j'ai une amie qui est ivoirienne. La première fois que je l'ai rencontrée, son accent québécois est tellement prenant que j'aurais jamais imaginé qu'elle était née, qu'elle avait grandi en Côte d'Ivoire. Mais par exemple, elle est avocate et je sais que peut-être que avoir cet accent crée un sentiment de confiance avec ses clients, si elle a des plaidoyers ou des choses comme ça à faire. Donc, au final, c'est comme une stratégie de le code switching, c'est encore plus une stratégie. Tu sais, je connais beaucoup... Moi, je grapple encore. J'ai encore de la difficulté avec le terme racisé parce que moi, je vis pas du racisme à tous les jours. J'ai l'accent québécois, puis pour moi, c'est pas une stratégie. J'ai été élevée comme une petite fille blanche. Là. T'es chez toi? Hein? T'es chez toi? Exact. Moi, je me suis toujours... t'as appris la langue? Exact. Puis comme on m'en parlait pas beaucoup, mais moi, je me voyais pas représentée à la télé ou autre chose. Mais en même temps, à l'école, j'étais la seule qui était un peu différente. Mais rapidement, je suis devenue juste... donc oui, l'accent, le code switching pour des gens qui vivent du racisme, ça sert de stratégie pour que les gens t'acceptent, pour que les gens te voient pas comme... pour faire passer outre le faciès, là, tu sais. Mais pour moi, c'est ça, c'est pas une stratégie, c'est juste le fait d'avoir ce privilège-là, le privilège de la blanchité, en fait. C'est un privilège que j'ai étudié à l'Université de Toronto. Donc moi, quand j'ai commencé à parler du terme décolonial, de parler de racisme, d'immigration, ben
je veux pas surestimer ma valeur, mais je pense que les gens m'écoutent différemment. De quelqu'un. Puis même récemment, il y a quelqu'un, Radio-Canada à Toronto, je pense, m'appelle pour parler de Gaza. Puis je fais, mais tu sais, j'en parle, je participe à des émissions à Radio-Canada, par exemple, ou dans Le Devoir, je vais en parler parce que j'ai une plateforme. Mais là, de devenir, je suis pas une experte du conflit israélo-palestinien, puis du génocide actuel, puis de toute l'histoire de cette région-là. Fait que je veux pas... Puis là, j'ai suggéré des noms, tous des noms de femmes arabes. Puis on m'a dit, une entre autres, on m'a dit, ah ouais, mais ça le fera pas parce qu'elle est trop arabe. Tu sais, dans le sens où moi, je passe, ça va, alors que ma famille est musulmane, pas arabe. Mais tu sais, mais c'est ça, donc le white passing, c'est un privilège, mais en même temps, quand tu te mets à le voir, c'est comme... Ça devient, c'est comme un boulet à porter aussi. Puis surtout que pour moi, l'identité qui est invisible, c'est mon identité indo-malgache. Donc, j'aime beaucoup en parler. Donc, dans certains milieux, je vais essayer de briser mon côté white passing pour pouvoir parler du fait que c'est ça. Dans ton livre, à la page 59... Ah, t'as fait ta recherche? Bien sûr. Ah non, mais regarde, elle a mis plein de collants en rose. Elle adore. Ça se confond avec ses doigts aussi. Oh, thank you. J'ai étudié ton livre. Mais dans ton livre, en fait, à cette page-là, tu parles d'une incroyable histoire d'amour entre Mildred et Richard Lovings. Que moi, j'en ai beaucoup entendu parler parce que j'ai vécu aux États-Unis aussi. Puis c'est dans la zone du DMV que ça se passait en Virginie. Et grâce en fait à leur histoire d'amour, ils ont pu dans les années 60 mettre fin aux lois d'anti-mixité et d'anti-miscégénation. Un mot que j'ai appris grâce à ton livre. J'en connaissais le contexte historique, mais j'avais jamais entendu le mot avant de le lire dans ton livre. Et ça m'a également fait immédiatement penser à Trevor Noah avant même de tourner la page, parce qu'après tu parles de lui et tu fais référence à son autobiographie qui est magnifique. Donc si vous l'avez jamais lu, il faut le lire, qui est magnifique, qui s'appelle Born a Crime, et dans laquelle il décrit comment sa simple naissance à la période de l'apartheid en Afrique du Sud était considéré comme un crime où c'était illégal en vrai juste parce qu'il est né d'un père blanc suisse et d'une mère noire sud-africaine. Et ma question pour toi, c'est comment en fait ou pourquoi la question de l'appartenance à la terre est beaucoup plus complexe pour les personnes en fait pour les personnes dont l'histoire en fait a toujours rejeter l'existence même, et encore aujourd'hui la rejette parfois. Mais c'est bonne recherche. Vous la rien caché, super. Mais c'est important, puis ça réfère aussi à ta question de tantôt, c'est-à-dire que l'identité, quand je parle de métissage, puis de mixité, puis de... Moi, c'est pas un livre sur le racisme systémique, mon livre. Puis ça, c'est drôle parce que on a réalisé des mois plus tard qu'il y a un chroniqueur du Journal de Montréal qui avait fait une critique de mon livre. Quand mon éditrice m'a écrit pour me dire ça, j'étais là... Ah, j'avais comme pas envie d'aller parce que il y a quand même quelques chroniqueurs du Journal de Montréal qui ont écrit des chroniques pour me critiquer, puis me dire que m'insulter, puis me dire que j'étais une woke, puis une féministe radicale, puis ci ou ça. Donc j'avais peu d'espoir là, sur cette chronique. Finalement, je l'ai lu, puis c'était, j'ai oublié le nom, Lanctot, Jacques Lanctot, je pense. Puis il avait vraiment compris. Il dit ce livre-là, c'est pas un livre contre le Québec. Il dit c'est juste un livre pour parler d'une certaine partie de la population. Puis il dit là, vous allez sûrement vous attendre à ce que ce soit un livre sur le racisme systémique. Puis il dit non, il dit elle aime le Québec, elle aime... Mais en fait, j'en parle de racisme parce que tu peux pas parler de métissage sans parler de ça. C'est pas possible. Tu parles de Trevor Noah, là, cet animateur aux États-Unis, cet humoriste sud-africain qui est né mix, puis donc il pouvait pas se tenir côte à côte de ses parents quand il était jeune. Tu penses à la Louisiane où il y avait un code légal, là, plein d'endroits aux États-Unis où c'était illégal de se marier entre personnes blanches et noires. Puis l'arrêt Loving en 1967, l'arrêt de la Cour suprême, a fait que c'était permis de se marier. Ici, ça n'a jamais été interdit, mais les femmes autochtones, jusqu'à les années 70, s'ils se mariaient avec un homme alloctone, blanc ou autre, qui n'est pas autochtone, elles perdaient leur statut. Donc, la mixité n'était pas illégale, mais en même temps, si tu te mariais avec un homme d'un mariage mixte, tu perdais tout. Il y avait des parents qui dénonçaient leurs enfants. Il y avait une femme qui s'était mariée avec un homme chinois, une femme blanche canadienne. Ses parents l'avaient dénoncé à la police. Puis il y avait eu il y a plein d'histoires comme ça. Le Ku Klux Klan était très, très contre les mariages mixtes, tout ça. Puis donc, on peut pas faire outre ça. Puis c'est pour ça que l'identité, c'est... Moi, j'en parle pour parler de mon histoire, puis essayer de vulgariser des problématiques et
de parler de métissage, là, dans le fond, tu sais, mais forcément, quand tu vis dans des sociétés où certaines personnes sont déshumanisées, où certaines personnes sont sous-considérées, ben, c'est vrai que moi, quand on parle de musulmans, puis là, c'est quoi le ministre là, Robert cette semaine qui parle d'islamisme radical, comment c'est un problème, ben moi, je pense à mon père qui prend sa bière le vendredi soir puis qui parle avec un accent québécois, tu sais. Pour moi, l'islam au Québec, c'est pas un problème, là, tu sais. Puis j'étais dans un panel politique à un moment donné avec un ancien conservateur, Alain Reyes, puis lui, il vient d'arriver à Montréal, ça fait 6 mois, il vient de Saguenay. Puis dis-moi, il dit, j'arrive à Montréal, là, puis j'ai pas vu ça, des prières dans la rue. Tu sais, il était comme vraiment, genre, honnête, il était là, ben, non, je vois pas ça, ce problème-là. Tu sais, il y a un problème au Québec, il y a des problèmes au Québec qu'on a créés de toutes pièces, puis qui fait que ça te fait sentir autre aussi, même si c'est légal, même si tout ça c'est légal. Ouais. Puis les droits, en tout cas, peuvent toujours être repris, fait que c'est important d'en parler. Ouais, très important. Il y a un autre terme que tu mentionnes dans ton livre qui m'a un peu choquée. Bon, choquée, c'est un grand mot, j'en connaissais l'existence. C'est, tu parles de mulâtre. Ouais. Tu utilises le terme mulâtre, ouais. qui est un mot très, très chargé en histoire, parce qu'il a longtemps été associé à l'anomalie, à l'infertilité, parce que les mules, c'est des animaux infertiles. Ouais. Puis, donc, en général, on utilise ce terme-là pour parler de confusion. Et aujourd'hui encore, on critique souvent le métissage avec les mêmes arguments, en disant qu'il créerait avoir des personnes métisses, c'est comme créer des êtres un peu perdus, un peu confus, indécis. Mais quand on y regarde un peu plus près ou avec d'autres lunettes, on peut se dire que c'est peut-être l'unicité qui crée en fait un sentiment un peu plus rigide vis-à-vis de l'appartenance à la Terre. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que le fait d'avoir juste une seule référence culturelle, le fait de connaître une seule langue, ça nous rend un peu plus... Puis Maria, tu peux intervenir aussi, parce que je pense que c'est une question qui nous parle à tous. Est-ce que le fait de connaître, d'être uniculturel, si je peux le dire comme ça, crée une forme de rigidité en nous et fait qu'on a tendance à rejeter les personnes issues de la mixité? Ben oui, dans mon livre, je parle à la fin de la pensée frontalière, puis le fait de venir de plusieurs mondes, d'habiter plusieurs mondes en même temps, ça crée quelque chose d'intéressant, de nouveau. Puis, tu sais, si je vous demande de fermer les yeux puis d'imaginer le mélange du blanc et du noir, vous imaginez pas un carrelé blanc et noir, vous imaginez du gris. Si on mélange du blanc et du noir, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas un jeu d'échecs, ça fait du gris. Ça fait comme une propriété émergente au fait de venir de plusieurs endroits, puis ça nous donne un point de vue, j'ose espérer, un peu plus ouvert à la différence. Il y a Chamoiseau et Glissant, des auteurs martiniquais, qui parlaient de la créolisation. Comment est-ce que la créolisation, c'est pas le multiculturalisme à la Trudeau, c'est pas on est tous des individus qui viennent d'ailleurs, mais on est tous Canadiens. Non, c'est de dire on peut être différent tout en étant ensemble. Il y a quelque chose par rapport à ça qui vient avec la pensée frontalière, je pense. Je peux te plusieurs Est-ce que tu veux aussi en toucher un point ou que je passe à la question que j'ai pour toi? Moi, je pense que c'est intéressant, c'est très intéressant parce que moi, je ne m'attaque pas à ces sujets-là de la même manière que toi ou que toi, dans le sens où moi, j'y vais avec le sensible, dans le sens, à travers l'œuvre artistique, donc je n'ai pas les termes, j'ai pas tout à fait, des fois je peux faire des erreurs avec mes termes par rapport à toute une réflexion beaucoup plus académique là-dessus. Mais en fait, une des choses très importantes aussi à ramener aujourd'hui, c'est que la créolisation, si je ne me trompe pas, c'est l'apanage humain. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette discussion qu'on a? C'est intéressant qu'on ait cette discussion, c'est très intéressant, mais on dirait que même la discussion en soi, le fait d'être là aujourd'hui, le fait de... Et d'une certaine manière, je vais mettre entre guillemets, je me sens finalement, moi, dans cette conversation, en étant ni une métissée, ni une enfant d'immigrés, ni une enfant complètement d'ici. Donc moi, je suis quelqu'un de là-bas qui bouge. Je me sens aussi en marge par rapport au discours ambiant. Mais passons. Je pense qu'il faut réadopter un discours qui soit beaucoup plus humaniste de notre condition humaine, à bouger, à se mélanger, à
à avoir une identité qui s'enrichit. Moi, j'aime beaucoup aussi comme terme, au lieu de dire s'intégrer, j'aime dire intégrer à moi. C'est-à-dire, moi, j'arrive au Québec, j'intègre à moi-même la culture ou les cultures québécoises. J'en fais partie, je l'entre en moi et ça fait partie de moi. C'est pas moi, je dois m'intégrer à quoi, en fait. Donc, je crois que, voilà, il faut se rappeler notre condition métissée de base, notre condition nomade de base, notre condition en mouvement de base. Moi, je crois que ça nous concerne tous. Il faut arrêter de le classifier comme ça. Mais ça, c'est une manière beaucoup plus humaine de parler de ce qui est tellement omniprésent dans l'espace public, de la capacité d'accueil, puis quel nombre, puis ça. Mais de juste parler comme ça, pour moi, ça serait beaucoup plus humain là, comme débat. Bah ouais, parce que de toute façon, que ce soit les frontières, que ce soit les classes, que ce soit tout ça, c'est des constructions intellectuelles pour arriver à réfléchir. Mais on peut réfléchir autrement, hein, on peut réfléchir sans catégorie, de façon circulaire, de façon souple. Donc, ouais. J'aime beaucoup le terme que tu as employé, classification. Puis ça m'envoie une question pour toutes les deux. Je fais référence à ton livre, Maïka. Je ne vais pas citer de page. Je pense que c'est page 74 ou quelque chose comme ça. Wow. Mais tu dis les langues... tu dis... je paraphrase là. Tu parles de comment certaines langues, comme le latin, qui ne sont pas parlées par un nombre fou de personnes, sont classifiées, élevées au rang de langue, contrairement à une langue comme le Igbo ou le Yoruba, qui sont simplement classifiées ou qui sont reléguées au rang de dialecte. Puis on le voit souvent un peu partout, ça continue. Enfin, la question que je me pose, est-ce que le fait de créer ou de créer une hiérarchie en fait entre ces langues ou même le fait de classifier ces langues de cette façon-là, est-ce que ça crée un sentiment d'illégitimité chez des personnes en fait qui sont justement reléguées à ce rang inférieur? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tous ceux qui sont passés par le processus de résidence permanente, on a ce truc où on te demande est-ce que tu parles par exemple deux langues, puis tu dois sélectionner, ou en tout cas dans les papiers administratifs parfois, tu dois sélectionner si tu parles une troisième langue par exemple. Et souvent les langues africaines, Wolof, Twi, d'autres langues sont comme dialectes. Puis quelqu'un qui parle le grec va sélectionner la case langue pour le grec. Et est-ce qu'au final, ces deux personnes sont, si on prend l'exemple du Canada, ces deux personnes sont au Canada, ces deux personnes migrantes ou immigrantes, comme on préfère là, est-ce qu'au final, la personne qui est grecque va se sentir un peu plus appartenir à la terre parce qu'au final, elle est comme les autres personnes canadiennes parce que sa langue est considérée comme une langue et non un dialecte? Ben, tout à fait. Ben, c'est ça. Le problème dans le monde, c'est pas la différence. On est tous différents, on parle des langues différentes, on a des vécus différents. Le problème, c'est la hiérarchisation. Le problème, c'est qu'on fait une hiérarchie entre, puis là, je parle du cas des langues, puis c'est j'arrête pas de faire du name dropping, puis là, je réalise que ça fait très académique, mais parce que si ça vous intéresse, en tout cas, Ngugi wa Thiong'o, qui a écrit « Décoloniser l'esprit », il parle de ça, c'est lui qui m'a fait réaliser ça, puis comment est-ce qu'il y a des langues qui sont considérées comme des dialectes alors qu'il y a beaucoup plus de locuteurs igbo que de locuteurs grecs. Puis comme tu dis, mais ça, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que dans les universités ici, il va y avoir des cours de grec, il va y avoir des cours d'italien. Les gens trippent sur l'Italie, trippent sur la Grèce, vont enseigner des cours alors qu'il n'y a pas de cours de Djoula, il n'y a pas de cours de Wolof. Puis c'est intéressant, puis c'est un problème parce que dans les universités, pendant la colonisation, les universités sur le continent africain, ça a été des universités en français puis en anglais. Ouais. En portugais parfois, mais il n'y a pas d'université qu'en Wolof. Puis l'auteur dont je parle, Thiong'o, il parle de ça, puis il dit, un jour, il dit, je suis allé dans un grand festival de la littérature africaine, je voulais lire des poèmes en Kikuyu, puis on a dit non, c'était en français ou en anglais. C'est ça, ouais. Sur la littérature africaine. Donc, il y a ça aussi dans comment on se sent chez nous, comment ça a créé des hiérarchies, tu sais, dans comment on se sent, puis qu'est-ce qui est acceptable. Puis, mais tout ce que tu dis sur la langue tantôt, je trouve ça super intéressant parce que comment tu te sens quand tu parles français versus comment tu te sens quand tu parles arabe, est-ce que, tu sais...
Est-ce que tu as l'impression justement d'être différente quand tu parles une langue versus une autre? Ou c'est la même toi qui Tu l'as écrit s'exprime? en français? Dounia? Non. Dounia, oui, je l'ai écrit en français. Il y a des choses que j'écris plus facilement en français, il y a des choses que j'écris... oui, personnellement, je suis vraiment la même personne, en fait. Quand je parle français, je parle aussi arabe, et quand je parle arabe, je parle aussi français ou anglais, dans le sens où tout ça est organique. Moi, j'en ai contre, vraiment, peut-être j'en ai vraiment contre ces classifications. Hier, c'est intéressant parce que j'étais au... et je te suis à 100% sur la hiérarchisation, effectivement. Mais ça, c'est un problème que... l'appartenance à la terre, c'est aussi un problème que on ressent en exil chez soi quand on est sous une colonie ou sous un régime totalitaire. On ressent aussi cette coupure-là. Et je sais que les Québécois francophones l'ont vécu avec la langue française ici, de la même manière, avec le même... Certains poèmes des années 70 dans la Révolution tranquille vont parler la même douleur qu'un Algérien sous les Français, ou etc. Donc ça, je suis absolument d'accord, mais où est-ce que je voulais en venir? C'était quoi la question? Je suis désolée. Le fait de parler différentes langues. Est-ce que tu te sens... Oui, j'ai vu le spectacle Ehsan de Sidi Larbi Charkaoui, le spectacle de danse hier. Magnifique, merveilleux. Alors lui, il est marocain-belge, donc il a grandi en Belgique avec des racines marocaines très fortes. Et le spectacle est peut-être un hommage finalement à l'appartenance à la civilisation arabe. Et donc il y a un hommage à la Palestine à l'intérieur du spectacle, mais il y a un hommage finalement, ces danseurs, c'est le grand ballet de Genève, et ces danseurs sont de plein de... Il y a des Noirs, il y a des Asiatiques, il y a des Blancs, il y a des Arabes. C'est magnifique, tous ces corps. Et ils parlent tous arabe pendant le spectacle, c'est-à-dire ils ont appris à parler arabe pendant le spectacle à certains moments, avec des accents bizarres, et ils bougent, et c'est d'une grande beauté. Et à un moment donné, il y a cet hommage à la langue arabe de Massignon. En fait, c'est vraiment comment on appelle, une citation de Massignon. Alors c'est intéressant la question dialecte et langue. Moi je parle le dialecte levantin et je parle l'arabe classique, c'est-à-dire j'ai appris l'arabe classique en écriture et tout ça, je considère que c'est une langue. Et je parle le dialecte levantin qui est le dialecte des Syriens, des Libanais et des Palestiniens. Et les Jordaniens, qui est un seul dialecte avec des différences régionales ou de villes et tout. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème. Je considère le dialecte aussi beau que la langue, mais je n'ai pas envie que le dialecte syrien soit une langue. C'est une forme de l'arabe? C'est une autre forme. C'est une forme créole qui contient de l'araméen, qui contient du syriaque, qui contient du turc, qui contient un goût de la terre, là, qui contient notre humour particulier, qui fait que les Levantins, on se comprend entre nous. Mais après, l'arabe... c'est une grande beauté, une science c'est autre chose, l'arabe. Et l'arabe, l'hommage à l'arabe, c'est que c'est une langue sélénique. Pourquoi sélénique? En référence à la lune, féminine, et où c'est la seule des langues sémites, finalement, il y a l'hébreu, l'araméen, le syriaque, tout ça c'est des langues sémites. C'est la seule des langues sémites où toutes les lettres sont rattachées les unes aux autres. On ne sépare pas les lettres les unes des autres. Et ce truc-là, cursif dans l'arabe, fait une façon de penser c'est une continuité, la pensée. Il n'y a pas de « je pense en hiérarchie ». Je pense en continuité, y compris les maths, et y compris la science. Et ça, j'ai envie de le Ça, par exemple, ça existe dans mon français. Donc... voilà, c'est pas que... Moi, quand j'écris le français, on sent ça, on sent une musique. Mais ça vient de l'arabe. Quand je dessine, moi, mes personnages, parce que c'est moi qui dessine mes personnages dans mes dessins animés, on me dit, ça se voit que tu écris l'arabe quand tu dessines. Parce que mes traits ne sont jamais tout à fait fermés, jamais tout à fait pareils. Et ça, j'ai envie de l'injecter, en fait, dans le monde. Voilà. Mais ça vient du métissage, puisque tu dis, j'en parle aussi dans mon livre, comment, dépendamment de qui, parce que tu dis ça à quelqu'un qui est francophone, qui parle anglais, espagnol, toutes des langues occidentales, puis on n'a pas ça dans notre langue. Tu parles de ça, comme quand je dis aux gens, en japonais ou en certaines langues africaines, je pense Wolof, ou le « je »,
Tu dis le mot est différent si tu parles de toi avec ta mère ou toi avec ton patron. Le mot « je », c'est pas « je »,« moi »,« I », le mot va changer. Merveilleux. C'est toujours en rapport avec les autres. Ouais. Exact. Puis Kim Tu me disait la même chose sur le vietnamien. Elle disait, si je parle avec toi, Maïka, elle dit, je vais dire, dans le fond, moi, il n'y a pas de pronom. Elle dit, je vais dire grande sœur, petite sœur, parce que je suis plus vieille que toi. Tu sais, fait qu'il y a toute une relation liée à l'âge, aux différences de génération qui est importante, tu sais, qui, selon moi, influence ta manière de penser. C'est pour ça que d'avoir des gens de partout autour de la table, quand on discute de choses, d'avoir de la littérature, mais tu sais, moi, quand je suis jeune, j'ai jamais lu une autrice syrienne. Peut-être que si j'avais lu des auteurs sénégalais, des auteurs syriens, des auteurs, j'aurais peut-être pensé différemment le monde. Complètement. Complètement. J'aime le fait que tu aies mentionné le rapport aux autres dans le « je », dans le « I », dans nos langues anglaises et françaises. Et ça me fait venir à cette question. Maria, à la fin de ton livre, on voit que Dounia rencontre une autre petite fille, Rosalie, qui lui offre une graine de nigel aussi. Et à travers ce geste simple, un lien se crée entre les deux petites filles. Puis la famille de Rosalie aide la famille de Dounia à s'installer dans la petite maison bleue à côté. Et la scène m'a immédiatement fait penser à ton oncle, ton dadadi, comme tu l'appelles, lorsqu'il a rencontré Gérald je ne sais pas si c'était dans l'aéroport ou en tout cas à Montréal. Puis au final, il a décidé de s'installer à Sherbrooke. Et je me suis rendu compte que dans vos deux écrits, c'est comme si l'appartenance, en fait, n'est pas seulement une affaire de racines, comme on l'a dit depuis le début, c'est pas une affaire de racines, d'origine, mais c'est aussi un sentiment profond de se sentir à sa place quelque part. Et ce sentiment est souvent rendu possible grâce à la communauté qui nous accueille et qui nous tend la main, comme l'a fait Gérald pour ton oncle et comme l'a fait Rosalie pour Dounia dans le livre. Et ma question pour finir un peu là, parce que il nous reste 10 minutes, la discussion est super intéressante, mais il faut qu'on conclue, qu'on finisse. Mais je me demande en fait, quel est le rôle que chacun d'entre nous, à notre échelle, peut avoir en fait dans la construction de ce sentiment d'appartenance à la terre. Et que ce soit bien pour les personnes migrantes qui cherchent une forme d'ancrage que les personnes qui accueillent ces nouvelles personnes dans leur environnement à elles. C'est super intéressant que tu fasses le lien entre les deux parce que moi, je suis convaincue que le Québec est un peuple extrêmement accueillant. Là. Pour moi, quand mon père me parle de quand il est arrivé ici, c'est qu'une histoire de gens qui lui ont offert je suis fatiguée. qui lui ont offert un logement, puis qui ont offert de l'aider, puis qui l'ont offert de venir à Noël dans la famille, puis que, tu sais, c'est mon oncle, dans le fond, qui est venu ici le premier, puis qui a croisé un monsieur dans l'avion qui il enseignait le français à Madagascar, puis là, il a vu le petit Indien avec un sac Air Madagascar, avec pas de bagages, puis là, quand il est arrivé à Montréal, il a dit « Mais tu sais-tu où tu t'en vas? » Il dit « Ben, je sais qu'il fait froid. Je sais pas, c'était l'hiver, il n'y avait pas de manteau, puis là, il a dit « Ben, écoute, moi, je m'en vais à Sherbrooke, si tu veux venir avec moi. » Il est juste parti à Sherbrooke, c'est pour ça qu'il y a des smileys à Sherbrooke aujourd'hui. Puis il y a une grosse communauté Ismaëli à Sherbrooke aujourd'hui. À cause de ton nom? Oui, c'est le premier qui est arrivé parce qu'il y a un monsieur, là, Gérald, que dans l'avion, il a décidé de l'amener avec lui, puis c'est un jeune de 17 ans, tu sais, qui n'avait rien à contribuer au Québec à ce moment-là, tu sais. Puis ça me fait de la peine parce qu'aujourd'hui, le discours est tellement différent, mais je pense que ultimement, comme peuple, on est extrêmement accueillant. Et pourquoi on se fait avoir par des discours de politiciens qui nous font parler de comment est-ce qu'on peut plus en recevoir, puis comment est-ce que... Tu sais, mon père, là, il se faisait demander pourquoi il était noir dans la rue, les enfants le regardaient comme si, tu sais, c'était un être d'une autre planète, mais c'était pas parce que... C'était pas parce qu'il... Il ne sentait pas comme du racisme, là. C'était pas ça, c'était de la curiosité. Mais aujourd'hui, quand on se fait dire les immigrants volent nos logements, puis les immigrants volent nos jobs, puis les immigrants volent nos places en CPE, puis les immigrants ci, puis les immigrants ça, ben c'est sûr que tu le perçois autrement quand quelqu'un te demande tu viens d'où à l'épicerie, tu sais. C'est sûr, Fait qu'il y a beaucoup de ça, je pense qu'il faut revenir à nos racines là, de peuple accueillant, puis de toute façon réaliser qu'avec le désordre démographique, on a besoin de toute façon de monde. Fait que si on les accueille, au moins, peut-être qu'eux vont pouvoir nous intégrer, puis peut-être que ça va mieux se passer. Maria, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on ouvre la parole et au public, aux autres personnes?
Moi, je vais revenir à ce que je disais tantôt. En fait, c'est une question aussi qui revient. On ne peut pas lancer la pierre sur qui que ce soit par rapport à l'accueil, au déracinement, à tout ça. Je crois que le travail qu'on a à faire, chacun, chacune, c'est un travail sur notre propre appartenance. Parce que là encore, il n'y a pas tellement de hiérarchie entre je suis le peuple qui accueille et l'autre s'en vient vers moi. En fait, il faut casser ces hiérarchies dans la tête et se souvenir qu'une fois que quand mon appartenance est heureuse, quand mon appartenance est créatrice, quand mon appartenance est... Quand je me sens aussi en sécurité, que ce soit là ou que ce soit dans mon appartenance, mon mouvement naturel, c'est d'accueillir l'autre. Donc, je pense que le travail est à faire là-dessus, chacun, chacune, au-delà de l'origine de telle personne ou depuis combien d'années elle est venue. Et je le dis avec aussi l'expérience d'être syrienne, c'est-à-dire si vous situez un peu la Syrie ou le Levant en général, le Levant arabe, c'est vraiment l'interjection du monde. Moi, j'appelle ça le point névralgique de la Terre, dans le sens où tu as l'Asie, tu as l'Afrique, tu as l'Europe et tu as la Méditerranée, et tout est conflu là. Et ça crée beaucoup, à la fois des blessures et à la fois des blessures actuelles, mais ça crée aussi beaucoup d'histoires où l'accueil, le passage, aller et venir, ça fait partie de la culture. Et jusqu'à récemment, il n'y avait pas plus accueillant que les Syriens, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Je veux dire, ils ont accueilli tous les réfugiés de la région. Mais après 14 ans de guerre, à être épuisés, à être tout ça, ils se sont mis à être énervés de leurs voisins. Les gens qui me disaient qu'ils s'en vont, tout d'un coup, l'odeur de la bouffe des voisins dérangeait. Alors que c'est des voisins qui étaient les voisins de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Donc ça m'a dit beaucoup sur à quel point il y a une capacité à respirer déjà en soi pour être dans son naturel d'accueil. Quand on est bien, c'est bon. Ouais. Merci à toutes les deux. Je vais ouvrir un peu la parole aussi, laisser, si quelqu'un a une question à poser, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Maria ou à Maïka? Il reste un petit 5 minutes. Parce que moi, j'ai plein de questions. Non? OK. Dans ton livre... Quelle page? Non, j'ai pas la page. Dans tout le livre, là, il faut que je le lise. C'est vraiment. Moi, honnêtement, je déteste les essais parce que ça me rappelle quand je passais le bac au lycée. Puis là, j'ai adoré. Merci. Vraiment. Mais en fait, ton essai part d'une question assez banale. Tu viens d'où? Mais en réalité, c'est une question qui enferme souvent plus qu'elle ne libère. Puis, si je vous posais la question à toutes les deux, aujourd'hui, mais de façon un peu plus détournée, si je disais, où est-ce que tu te sens chez toi, ou est-ce que tu as ce sentiment d'appartenance, ce serait quoi? Ce serait quoi votre réponse? Écoute, là, je ne sais plus, là, parce qu'il y a une phrase que je ne pourrais jamais le dire aussi bien qu'en tout cas que je l'écris, mais on le disait tantôt, tu sais, moi, je suis allée à Madagascar, puis à Tananarive, je me sens chez moi. Dans le village de mon père, à Betchouk, je me sens chez moi. Quand j'étais en Inde, après ma maîtrise, puis je suis la première de ma famille qui est retournée en Inde après mon arrière-grand-père qui a émigré de l'Inde à Madagascar. Puis quand on a retrouvé, finalement, il y a une de mes tantes éloignées qui est venue, puis on a retrouvé le village d'où ma famille Ismaéli est partie au début du 20e siècle. Puis on a retrouvé le village, il n'y avait plus aucun musulman, c'était que des hindous, puis je me sentais chez nous. Tu sais, quand je suis chez moi à Gatineau maintenant, puis je regarde les érables en arrière de chez nous, je me sens chez moi. Tu sais, je vais à Sherbrooke, à Fleurimont, je me sens chez moi. Tu sais, il y a quelque chose de c'est correct d'habiter plusieurs endroits, puis c'est correct de dire je suis syrienne alors que j'habite à Montréal. Ou tout ça, c'est correct. Il faut juste accepter que les gens sont complexes. Puis moi, ce qui me dérange avec cette question-là, moi, j'aime bien me la faire poser. J'adore me la faire poser. Ouais, parce tu que l'as mentionné, j'étais comme... Mais moi, parce que la partie invisible de moi, j'aime bien en parler du fait que je suis indienne. Puis longtemps, j'ai des amis de longue date que je suis sûre qu'on n'en avait jamais parlé de ça pendant mon bac, pendant ma maîtrise. C'est pas quelque chose que j'abordais. Là, je me le réapproprie, on dirait.
Mais j'aime ça en parler. Mais là, il y a plein de gens que, quand je dis ça, ça leur donne un joker pour le demander à tout le monde. Je dis, non, non, non. Ah ouais? En fait, le problème, c'est que, comme je disais, quand on pose la question puis qu'on est dans les débats publics dans lesquels on est en ce moment, ça peut être pris de manière différente. Puis j'ai une amie de République dominicaine. Elle est née ici, ses parents sont d'origine de la République dominicaine. Elle est noire. Elle se fait demander d'où elle vient à l'épicerie, là, tu sais. Comme, peut-être qu'elle n'a pas le sentiment de vouloir en parler à ce moment-là, puis peut-être... étant donné le contexte, on est mieux de ne pas le faire, alors que c'est plate, ça vient d'une belle curiosité. Ouais, c'est sûr. Mais comme si tu es une femme voilée puis tu te fais demander ça, comment tu le prends, tu penses? Quand on est en train de dire qu'on veut plus que tu travailles dans les... Fait que c'est vraiment... C'est plate parce que... Ouais. En tout cas. Et toi? Merci. Mais c'est important, la notion de... Tu as bien fait, en fait... Maïka, quand tu parles de différence en fait entre racisme et curiosité, je veux dire, il ne faut pas éliminer la curiosité, voyons. C'est moi, si on me demande jamais d'où je viens, quelles sont mes douleurs, quel est mon truc, c'est qu'on s'intéresse pas à moi non plus, je veux dire, et puis c'est vice versa. Donc, il faut pas éliminer ça. Et j'ai envie de dire encore, et puis très extérieur, à la fois très dans le débat et très extérieur, et pour faire suite à ce que je disais tantôt, moi j'ai souvent ce feeling-là, je me sens chez moi dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il y a de la vie, je me sens chez moi. Là où ça tourne en rond, des discours morts, des façons de faire non créatives, des façons de faire, c'est là où je me sens pas chez moi. Je pense que dès qu'il n'y a pas de vie, dès que la vie n'est pas célébrée, je ne me sens pas chez moi. Et ça a été le fruit, arriver à dire ça, ça a été, je dirais, 14 ans de guerre en Syrie, là, qui m'a fait réaliser ça profondément. C'est très beau ce que tu dis. Merci à vous. Puis merci pour vos paroles, vos partages. J'aimerais terminer cet échange avec quelque chose que j'ai écrit. Je me dis qu'au final, en fait, l'appartenance est quelque chose qui n'est jamais figé. Ça se tisse dans nos héritages, dans nos langues, dans les gestes transmis de génération en génération, de famille en famille, mais aussi dans les liens qu'on crée avec les autres personnes qu'on découvre ou qu'on rencontre au cours de la vie. Et peut-être que finalement, appartenir à une terre, ce n'est pas une donnée, parce que j'ai un côté un peu scientifique là, c'est pas une donnée, c'est pas une information précise, mais c'est plutôt une rencontre en fait entre mémoire et présent, entre soi et entre les autres. Et puis c'est surtout ce qu'on apporte et ce que l'on reçoit. Donc merci à tous pour J'ai hâte de lire ton essai que tu vas écrire avec. Merci à toi. J'accepte le Il y challenge. a une des choses, je vais juste finir là-dessus, ça me vient comme ça rapidement. Donc dans la Syrie des Assad socialistes, ça, on devait apprendre par cœur les trucs du parti. C'était une matière importante. Si tu ratais cette matière, le parti, tu ratais toute ton année, même si tu étais excellent partout. Et on parlait du socialisme et d'avoir donné les terres aux paysans, puis d'avoir donné les usines aux travailleurs, etc. Puis on nous rentrait ça dans la tête. Et il y avait cette phrase, mais que je trouve que cette phrase, moi, elle m'a toujours habité comme de la poésie. La terre est à qui la travaille. Et c'est vrai que c'est communiste, socialiste et tout, mais si on oublie et on la ramène à aujourd'hui, je trouve que c'est fondateur. Voilà. Mais les partis qui promouvoient des choses comme ça, puis là, évidemment, le communisme autoritaire, c'est autre chose, mais les partis qui promouvoient ça n'ont pas la cote en ce moment. T'sais. Le fait d'habiter ensemble cette terre commune. Ouais. Et puis la notion de travail, c'est beaucoup de choses aussi. C'est à qui l'aime, à qui la travaille, à qui met du travail dedans, à qui met de l'amour dedans. Donc voilà. Puis c'est très beau ce que tu dis. Ça nous ramène aussi à demain. Tu parles d'aujourd'hui, mais ça nous ramène aussi à demain. Parce que demain, il y a le dernier Midi littéraire avec, si je ne me trompe pas, les invités sont Jean Désy, Marie-Ève Sévigny, Jonathan Durand-Folco. Puis l'animation, c'est Ang Ney Théam. Puis ça parle aussi de ce que tu dis, Maria, avec le fait de travailler la terre. Le thème, c'est comment prendre soin de la terre, en fait. Ah, wow. Donc, je vous invite à participer demain à midi. Rendez-vous ici encore. Merci. Merci. Bon, ben, check. On a fait ça.